TikTok pour échanger avec vous sur les problèmes de notre pays et aussi faire des propositions. Voilà. Donc, nous allons commencer par une remarque très inquiétante. C'est que la violence a tellement pris de l'ampleur dans notre pays que ces derniers temps, il ne se passe pas un jour sans qu'on ne nous annonce que quelqu'un a été agressé, soit poignardé. Et là, hier, il y a eu encore une scène à Koumassi où un jeune a été assassiné simplement parce qu'il refuse que quelqu'un sorte avec sa sœur et cette personne-là l'a assassiné. Franchement, est-ce que c'est un motif suffisant pour ôter la vie à quelqu'un? Déjà même, il n'y a pas de motif qui justifie qu'on puisse éliminer, qu'on puisse ôter la vie de quelqu'un, mais cette fois, c'est encore pire parce que c'est parce qu'on n'a jamais vu. On a vu des parents qui s'opposent à certaines relations qui finissent par aboutir à un mariage. Donc franchement, il faut que la jeunesse ivoirienne se ressaisisse. On peut avoir une dispute sans en arriver aux mains, encore moins tuer. Donc vraiment là, on veut interpeller tout le monde. Parlez à vos petits frères. Vous-même, parlez-vous à vous-même. Vous qui êtes jeunes, là, pardonnez. La violence, là, ce n'est pas une solution. On peut discuter, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. On peut même avoir des disputes. Mais de là arriver à la bagarre et ensuite au meurtre, ça là franchement, il faut que ça s'arrête. Donc vraiment, on veut interpeller tout le monde. Parlons à notre entourage, soyons vigilants, mais mettons fin à cette violence. Nous sommes en année électorale et quand on voit des scènes comme ça, ça nous inquiète davantage. Donc vraiment, que Dieu donne la sagesse à tous les jeunes pour que les bagarres n'en arrivent pas aux mains. Et puis vous qui filmez tout ça là, vous ne pouvez pas plutôt vous investir dans séparer, dans faire en sorte que ça n'arrive pas loin. C'est filmer là qui est votre problème. Vraiment, il y a un problème. Il y a un problème, il faut que ça s'arrête. Et on prie Dieu que vraiment ça s'arrête. Voilà. On va commencer par interpeller le ministre en charge de l'emploi et de la protection sociale. On reçoit de plus en plus de plaintes concernant des entreprises, particulièrement des entreprises tenues par des étrangers où les Ivoiriens sont maltraités. Il s'agit d'entreprises chinoises, indiennes, libanaises. En tout cas, on reçoit beaucoup de plaintes. J'ai les noms des entreprises ici. On ne va pas en parler aujourd'hui. Mais on veut interpeller le ministre de l'Emploi. Parce que trop, c'est trop. Des gens viennent investir dans notre pays. C'est une très bonne chose. Mais on connaît des pays où les étrangers n'ont pas cette facilité. Ils viennent chez nous, ils emploient nos frères et ils les traitent mal. Ils les traitent moins que des animaux même. Parce qu'il y a des animaux qui sont mieux traités que ces travailleurs. Des travailleurs qui n'ont pas de contrat. C'est-à-dire qu'ils sont vulnérables. Ils n'ont même pas la sécurité de leur emploi. Ils n'ont pas de contrat. Certains ne sont pas payés au SMIC. Ils ne sont pas déclarés à la CNPS. Encore moins avoir droit à des congés. En tout cas, c'est grave. C'est très grave. Il en est de même dans certaines entreprises de sécurité également. Après, vous allez vous étonner que les gens aillent à la mer. Mais quand dans leur propre pays, ils sont dans des conditions inhumaines, pourquoi ne pas aller tenter sa chance à l'extérieur et avoir peut-être la possibilité d'avoir mieux? En tout cas, c'est un problème. On veut interpeller le ministre de l'Emploi. Il y a une inspection du travail qui existe, il y a une direction du travail qui gère l'inspection du travail. Il faut qu'elle fasse son travail, il faut faire des visites dans les entreprises. Parce que tous ceux qui se plaignent là, quand ils s'en vont à l'inspection, ils disent qu'on ne fait rien. Hein? Les sociétés de sécurité, les sociétés minières, dans les zones industrielles, il y a un problème. Donc franchement, les gens se plaignent. On ne respecte pas la législation dans ces entreprises-là. Et c'est les jeunes Ivoiriens qui sont ainsi maltraités, qui n'ont pas de sécurité de l'emploi, qui n'ont même pas de conditions de travail décentes. La santé, sécurité au travail n'est pas respectée. Ils n'ont pas les matériels de protection, ils n'ont rien. Encore moins un bon salaire pour se soigner au cas où ils seraient malades. Donc franchement, c'est assez sérieux. Il y a une discrimination aussi au niveau des primes.
Ils prennent des travailleurs étrangers, c'est-à-dire que ils prennent leur société là, non. On emploie des Togolais, on emploie des Nigériens, on emploie des Béninois, on emploie des gens des nationalités de la sous-région. Et eux, ils sont mieux traités que les Ivoiriens. Pourquoi faire une discrimination aussi au niveau des travailleurs? C'est ce qu'on ne comprend pas. Vous ne pouvez pas venir travailler dans le pays des gens, investir dans le pays des gens, vous enrichir dans le pays des gens. Et ce sont les originaires même de ce pays-là que vous maltraitez, mais vraiment sans gêne. Ça là, il y a un problème. Et quand les gens veulent se plaindre, on les renvoie abusivement. Ils n'ont même pas la liberté syndicale. C'est vrai que dans ces entreprises-là, on ne peut même pas créer de syndicats. Ils n'ont même pas de délégués de personnel. Et là où il en existe, soit on les corrompt, soit on les renvoie. Donc vraiment, on interpelle le ministère de l'Emploi. On reçoit beaucoup. Pour l'instant, nous supposons que vous ne savez pas. Envoyez vos équipes dans ces sociétés-là. Envoyez vos équipes dans les zones industrielles. Donc vraiment, Yako à tous ces travailleurs-là. Ce qui est sur nous, on est avec vous. On va faire le suivi de tout ça. Comme j'ai dit, on va écrire au ministre en charge de l'emploi pour lui signaler tous ces cas-là. Et puis on verra ce que ça va donner. Cherté de la vie. Ce n'est pas parce qu'on ne parle plus de la cherté de la vie que ça n'existe pas. En fait, même, on est dépassé. Parce que c'est tellement généralisé qu'on ne sait même plus ce qu'on va dire. Au marché, partout, les loyers, dans l'administration. Parce que les histoires de raquettes, tout ça, là, ça fait partie des chertés de la vie. Hein. Quand les gens finissent de raqueter les commerçants, c'est nous, le peuple, qui payons. Parce qu'ils répercutent tous ces pertes-là sur le prix des produits. Donc vraiment, on souffre tellement, on ne sait plus ce qu'on va dire. La semaine passée, j'étais avec une de mes grandes sœurs. Elle a envoyé sa servante pour aller acheter huile. Le mardi, dans le même supermarché, la servante a acheté le bidon d'huile de Aya à 4500, les 5 litres. Le vendredi qui suit, elle s'en va acheter l'huile, le même bidon là, est passé à 6100 francs. En moins d'une semaine, une augmentation de 600 francs. Et c'est en Côte d'Ivoire, ici, on voit les choses comme ça. Hein. Ça dit, le ministère du Commerce parle, ils fanfaronnent, pour dire que oui, ils fanfaronnent plutôt, pour dire que ils ont pris des mesures, ils ont plafonné les prix, ils ont fait ci, ils ont fait ça, mais sur le terrain là, c'est autre chose. Et c'est nous les citoyens qui payons pour ça. Et c'est à cause de ça là. En septembre dernier, on a emprisonné des gens de la société civile qui marchaient contre la cherté de la vie. On revient dessus. Tout ce que vous allez remarquer comme abus, comme injustice relative à la cherté de la vie là, faites-nous le savoir. On va faire un reportage spécialement dessus. Sinon, ce n'est pas parce qu'on a oublié. C'est-à-dire qu'on est tellement débordé même qu'on ne sait même plus ce qu'on va dire. En tout cas, Yako à nous tous. Yako, parce que c'est vraiment généralisé et c'est vraiment dommage. Voilà. Dans la région du Lot-d'Ivoire, dans le département de Lakota, précisément dans la sous-préfecture de Niambezaria, le sous-préfet a fait un communiqué le 11 janvier pour signaler un dépôt de déchets toxiques sur une section de la rivière Niunuru située entre deux villages, les villages de Tagoberi et de Kokolilier. Ces déchets-là, c'est quitté où? D'où c'est venu? Si le DG du port ne peut pas nous répondre, il faut que le ministère de l'Environnement nous réponde. Parce que normalement, quand on installe une usine, avant d'installer l'usine, on fait une étude d'impact. Et dans le cadre de cette étude d'impact, on étudie tous les impacts négatifs que cette usine-là va avoir sur le milieu naturel comme sur le milieu humain. Et il y a des prescriptions qui sont faites. Et c'est à l'issue de cette étude-là qu'on délivre ce qu'on appelle le certificat de conformité qui permet à l'usine de fonctionner ou pas. Et dans cette étude,
on met un accent sur la gestion des déchets de cette usine. Donc ces déchets toxiques là, c'est venu par le port ou bien ça vient d'une usine. Dans tous les cas, il y a un problème. Il y a un problème de sérieux dans le travail de nos autorités. Déjà l'année 2024 là, il y a eu un dépôt comme ça par une entreprise minière sur le Cavali du mercure. C'est pas allé quelque part. Hein. Les villageois ont eu des impacts négatifs. C'est pas allé quelque part. Mais normalement, l'État est là pour protéger les citoyens. Les gens avec qui vous traitez là, qu'ils respectent la législation, qu'ils respectent toutes les prescriptions qu'on leur donne en matière de respect de l'environnement. Donc les déchets là, c'est quitté où? Ça, on ne nous a pas dit. Et comment ça a fait pour arriver même là où c'est arrivé là? Ça aussi, on ne nous a pas dit. Parce que les forces de l'ordre sur les routes là, ce qui les intéresse, c'est comment ils vont racketter les transporteurs et les commerçants. Des choses comme ça là, ça passe sous votre nez. Et puis ça arrive là où ça arrive. Quelles sont les mesures qui ont été prises? Vous avez donné l'information, on a compris. Les poissons sont empoisonnés. L'eau est polluée. Les crevettes sont empoisonnées. Quelles mesures vous avez prises pour protéger les habitants de ce site-là? Pour ne pas qu'ils consomment ce poisson, qu'ils consomment ces crevettes. S'il y en a qui ont déjà consommé, qui sont intoxiqués, comment on les désintoxique? Comment même on désintoxique cette rivière? En tout cas, on veut profiter de ce sujet-là pour dire que vraiment nous sommes déçus. Nous sommes déçus parce que c'est des choses qui ne devaient pas arriver, encore moins être si récurrentes. Allez à Trècheville, en face du CHU, il y a une cimenterie. En pleine ville, elle pollue l'atmosphère. À côté d'un CHU, il y a des malades. C'est quoi même? Ça dit qu'on dirait qu'on est dans la jungle. C'est pas sérieux. Une société normale, un état normal fonctionne selon un minimum de règles. Une cimenterie en pleine ville. Et à propos de pollution, on vous avait signalé depuis l'année passée qu'il y a une usine qui était en train d'être construite au bord du Cavali, tout juste après le pont, après Guessabo là. L'usine était en train d'être construite là. Demain, vous allez vous étonner que le Cavali soit pollué. Comment même on a pu autoriser une usine au bord de l'eau comme ça? Quel est le système d'évacuation des déchets de cette usine? C'est pas dans l'eau là, ils vont aller verser les choses encore. On fait exprès. On fait exprès. Sur la voie même de Diokwe là, il y a un village où il y a une usine en pleine ville. Les villageois soufflent là-bas comme ça ne va pas quelque part. Ah! Donc, si vous ne voulez rien faire, ce n'est même pas la peine de nous informer de ce genre de choses. Parce que quand on informe là, ça veut dire qu'on va prendre des mesures. Vous informez sans prendre de mesures. Vous informez sans prendre de dispositions pour que non seulement ça ne se répète pas, mais que les populations qui sont déjà affectées soient prises en charge. Il y a un problème. Il y a un véritable problème. On est en année électorale. Tous ceux qui vont faire leur projet de société là, voilà des problèmes importants, environnementaux importants, qu'il faut éradiquer de ce pays. Il faut que ça cesse. Ces déchets-là ne tombent pas du ciel. Soit l'administration autorise et elle fait semblant, soit les gens se cachent, mais s'ils se cachent, c'est qu'il y a une défaillance dans notre système de surveillance. En tout cas, on va avancer sur les autres sujets, mais on veut interpeller le ministère en charge de l'environnement, particulièrement le CIAPOL, aller analyser l'eau là pour déterminer même c'est quels déchets toxiques précisément, quels sont ses impacts, quelles sont les mesures à prendre pour protéger les populations, quelles sont même les mesures à prendre pour dépolluer cette eau. Oh, vraiment, c'est pas la peine. Franchement, on ne sait même pas ce qu'on va dire. Quand on parle, on dit le pays est gouverné. C'est ça là qui est gouverné là. On va revenir sur l'affaire des nudistes à Monogaga. On n'a pas oublié, on vous avait dit
que dans la forêt de Monogaga, il y a 11 villages qui ont été classés avec cette forêt. Et il y a le village de Kunuko. Le 1er novembre 2024, ils ont été surpris de découvrir des nudistes au bord de leur plage. La plage où ils vont pêcher. La plage qui n'est pas loin aussi de leur cimetière. Et le 1er novembre, vous tous, vous savez que les catholiques s'en vont saluer leurs morts. Les gens ne pouvaient pas passer pour aller là-bas parce qu'il y avait des forces de l'ordre qui surveillaient ces nudistes. Et si les forces de l'ordre surveillent ces nudistes, ça veut dire qu'il y a une partie de l'administration qui les a autorisés à être là, sans que les villageois ne soient informés. Ils n'étaient pas d'accord avec ça. Le fait de dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ça, c'est devenu problème sur leur tête. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, là, on n'a pas le droit de dire qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose. On a pris 20 personnes de 4 villages. Le village de Kunuko, le village de Pont-Brimé, le village de Monogaga, le village de l'autre là, c'est quoi même, Popoko. Sur les 11 villages là, il y a des ressortissants de 4 villages parce qu'ils ont dénoncé ça pour certains. Et quand on a emprisonné ceux qui ont dénoncé, ceux qui sont allés se plaindre parce qu'on a emprisonné leurs frères et soeurs là, eux-mêmes on les a pris aussi. Ils sont 20 emprisonnés à San Pedro. Et parmi eux là, il y a des gens qui travaillent dans l'administration. Tout ça là, c'est pour gâter leur travail. Et on dit qu'on est dans un état de droit. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On n'a pas le droit de dire qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose. Celui-même qui a fait la vidéo là, on le cherche. Il est obligé de se cacher. Voilà le pays dans lequel nous sommes. Et c'est dans ce contexte là, on est en train de préparer l'élection d'octobre 2025. Il y a un problème. Il y a un problème. On veut interpeller le procureur de San Pedro. Libérer ces villageois-là. Libérez-les. C'est leur droit de dire qu'ils ne sont pas d'accord avec quelque chose qui se passe sur leur terre. C'est comme on frappe quelqu'un et puis on dit, vous avez vu, non, il y a certaines femmes qui font ça. Elle frappe un enfant et puis on dit, tais-toi, tu me frappes, tu veux pas qu'elle pleure. Pourquoi? Aïe. Non, franchement, arrêtez tout ça. On a besoin d'aller à ces élections-là dans un contexte apaisé. Et tout ça, là, ça fait partie de ça. Les arrestations arbitraires, les enlèvements. Voilà Eli Pada, ça fait 1 an, on ne sait pas où il est où. Les autres, au moins, on les a découverts après au parquet ou à la préfecture de police. On sait qu'ils sont à la Maca. Pour lui, là, on ne sait pas où il est. Chacun y va de son interprétation. Et le procureur n'a rien dit sur cette question. Rien. Et il y a des gens qui tiennent des propos enflammés sur la toile. Récemment, on a vu quelqu'un en tenue militaire en train d'appeler les militants nordistes. Et puis il précise nordistes. Vous ne savez pas que vous faites du mal comme ça aux gens en faisant des choses comme ça? Les appeler à la violence. Ça là, le procureur n'a pas vu. Comme ça là, il ne voit pas. C'est les gars là, ils voient. C'est pas sérieux. Le procureur est là pour tout le monde. Il ne doit pas faire du 2 poids 2 mesures. Et si vous-même vous êtes sérieux là, quand des gens de votre camp font des choses comme ça, et puis vous les interpellez là, ça vous crédibilise. Mais jamais on les interpelle. Jamais on ne les interpelle. On a été saisi par des personnes qui voudraient faire leur ADU. Attestation de droit d'usage, qui remplace l'attestation villageoise qu'on donnait habituellement pour les terrains. Et dans certaines directions, les gens s'en vont, on leur dit, ah, comme le lotissement n'est pas approuvé, ils ne peuvent pas faire leur papier. On veut rappeler à tous ceux qui sont détenteurs d'un terrain sur un lotissement non approuvé qu'il y a 2 options. La première option, c'est d'aller voir ceux qui ont fait le lotissement là, pour leur demander d'aller le faire approuver, leur mettre la pression. L'autre option, c'est que vous qui êtes acquéreur de ces lots-là, vous pouvez vous organiser vous-même pour aller au ministère pour faire approuver le lotissement. Donc, voilà ce que je voulais préciser pour que vous puissiez prendre vos dispositions avant qu'il ne soit trop tard. Parce que nous, on a demandé qu'on reporte cette affaire de ADU là jusqu'au
au moins 6 mois encore pour que ça fasse 1 an. Ils ont reporté de 3 mois. C'est déjà pas mal, mais prenez vos dispositions, quitte à ce qu'au moment où les 3 mois vont expirer, on puisse encore plaider pour les dossiers qui sont encore dans le circuit. Donc, on voulait donner cette information. On va parler de l'INFAS. La dernière fois, je vous disais, le président de la République dit on va augmenter les bourses des étudiants. Alors que ça fait 2 ans, on n'a pas encore payé les bourses. Augmentation, là, c'est pas mauvais, mais payer les arriérés d'abord. Et à l'INFAS, c'est la même situation. Une situation dramatique. Des gens qui ont commencé leur formation en 2023. 2023, ils n'ont pas reçu de bourse. 2024, ils n'ont pas reçu de bourse. Et on les fait cotiser pour des choses qu'on ne leur donne pas des fois. En première année, dans la scolarité, là, on paye 12 000 francs pour 2 polos. Nous, nos polos, là, en principe, ça ne devait même pas dépasser 5 000. On paye 12 000 francs pour 2 polos. Et puis, on paye 13 000 francs pour des vaccins. Ils s'en vont en 3e année. Ils n'ont pas encore vu polo, là. Ils n'ont pas encore vu vaccin, là. En 2e année, ils s'en vont faire ce qu'on appelle le stage communautaire, où on doit leur donner 60 000 francs. Stage, là, ils ont fait, ils ont fini, ils sont revenus. On n'a pas donné l'argent, là. Et ils travaillent dans des conditions difficiles. Il y en a même qui dorment à la Belle Étoile. Et internat qui sécurise un peu les enfants des pauvres, là. On dit on entend réhabiliter internat, là, on ne finit pas. Du coup, les étudiants sont dans les problèmes. En temps, on continue de les faire cotiser pour ceci ou pour cela. La dernière fois, je vous disais qu'il y en a qui se plaignaient, ils ont fini leur formation, on dit qu'ils n'ont qu'à payer 200 000 pour leur encadrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Et 200 000, on paye sans reçu. C'est pour ça d'ailleurs, mais ils sont venus se plaindre. Donc vraiment, monsieur le ministre de la Santé, monsieur le directeur de cabinet, on vous parle de ça. Allez regarder ce qui se passe dans les établissements là. Parce que c'est pas sérieux, c'est pas bien. Les amphis même là sont surchargés. On dit de 8h à 16h là, il y en a qui s'arrêtent en amphi. Parce qu'il n'y a pas place. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes là-bas. Ils travaillent dans des conditions vraiment difficiles. Vraiment que les autorités prennent leurs responsabilités pour régler tous ces problèmes-là. C'est tout ça là. La jeunesse ivoirienne subit. Et puis elle préfère aller mourir sur l'eau plutôt que de mourir dans son propre pays. On n'encourage pas l'immigration. Mais on est en train de dire que les conditions difficiles d'études, de travail en Côte d'Ivoire, là, c'est ça qui fait que les gens s'en vont. C'est ça qui fait que les gens s'en vont. On va parler des paysans. On l'avait annoncé tout à l'heure. Vous savez, on a toujours dit que le succès de ce pays repose sur l'agriculture et ça n'a pas changé. Puisque notre pays n'est pas encore industrialisé. Il y a des personnes qui essaient de transformer un peu les produits sur place pour ajouter une plus-value. Mais d'une façon générale, nous sommes encore exportateurs de matières premières brutes. Et tout ça, c'est grâce au travail des paysans. Mais les paysans souffrent. Les paysans souffrent. Les paysans sont misérables. Eux qui rendent le pays riche là, c'est eux qui ploient sous le poids de problèmes. Leurs enfants n'ont pas l'école gratuite. Leurs enfants n'ont pas de bourse. Avant là, les enfants des paysans étaient tranquilles. Parce que justement, le président Oufoué savait ce que les paysans donnaient à la Côte d'Ivoire. Et il leur retournait ça d'une certaine manière. Fourniture, tout ça là, on donnait ça aux enfants. On les mettait à l'internat. On s'occupait d'eux. Mais aujourd'hui là, aujourd'hui, depuis 2015, il y a une mévente des produits. Tous les produits là, il y a mévente. Il n'y a même pas une filière qui échappe. Maintenant, vous-même, vous voyez, non, pour cacao, là. On entend, on paye à 5 000 au Cameroun. Le prix sur le marché est entre 8 000 et 9 000. Et normalement, là, on devait nous donner 60% de ce prix. Si vous prenez 8 000, là, 60%, là, ça fait 4 800. Et puis nous, on nous donne 1 800. Premier producteur, on nous donne 1 800. Et c'est les autres là qui sont mieux payés. Qu'on
Comment vous analysez ça? Si on prend 9 000, on devrait leur donner au moins 5 400. C'est pour ça au Cameroun, il y a 5 000 là. Là-bas, ils sont corrects. Chez nous, ici, là, non seulement on ne paye pas bien les produits, les prix qu'on annonce là, ce n'est pas respecté sur le terrain, mais pour sortir même les produits de la brousse là, c'est palable. C'est quel pays où on regresse? Autant de fouets là, on entretenait les pistes rurales avant la campagne. Parce qu'on savait que quand la campagne va arriver là, il faut que les produits sortent. Chez nous ici, on s'en fout. Conseil café cacao, on ne sait pas ce qu'ils font avec l'argent des paysans. Il n'y a pas de piste rurale pour pouvoir sortir les produits. Ça rend les paysans plus vulnérables et on ne respecte pas le prix Beauchamp. Il n'y a pas de stabilisation des prix. Il faut avoir créé la caisse de stabilisation. C'était pour éviter que les fluctuations des cours mondiaux là jouent sur les revenus de nos paysans. Tout ça là, on a fait disparaître. Ah. Normalement, de gouvernement en gouvernement, on devait évoluer sur tout. Pour nous là, c'est pas comme ça. Il y a des secteurs où on régresse. Donc, à défaut de rétrocéder la filière café-cacao aux paysans plutôt, il faut que le conseil café-cacao travaille avec les paysans. Vous faites les choses pour les paysans sans les consulter, sans parler avec eux. Ça là, vraiment, c'est compliqué. Hein? Après, on se plaint que les gens s'en vont vendre dans les pays frontaliers. Mais moi, c'est mon produit, je vends où je veux. Nous tous, on n'est pas d'accord avec la fuite des produits. Mais si vous créez les conditions pour pousser les gens à faire ça, le trafic des matières premières, là, c'est parce qu'en interne, il y a des problèmes. Les paysans ne s'en sortent pas. Donc, ils s'en vont vendre là où ils ne devaient pas vendre, où c'est mieux rémunéré. Donc, vraiment, arrêtons avec les discours d'autosatisfaction là. Et concentrons-nous sur les problèmes des Ivoiriens. On a trop de problèmes. Ce n'est pas en ville seulement. C'est pour ça que je vous parle des paysans là. Hein? On paye l'électrification rurale. Depuis là, on n'a pas fini d'électrifier les villages. Depuis là, on paye. Sur nos factures, on paye. Eau potable. L'eau potable, c'est la santé. Il y a encore des villages où il n'y a pas d'eau potable. On m'a signalé même le cas d'un village. On va en parler la prochaine fois. Le marigot à 1 km. Il faut voir l'eau de marigot là même. Mais ils vont faire comment? C'est ce qui est à leur disposition. J'ai oublié le nom du village, mais la prochaine fois, je vais vous en parler plus en détail. Et le marigot est dans une pente, au bas d'une pente. Donc évidemment, en descendant, il n'y a pas de problème. Mais c'est maintenant où l'eau même est sur toi, bidon de 25 litres, là, c'est là que tu as monté côte. Donc, les vieilles femmes qui n'ont personne pour s'occuper d'elles, là, elles font comment pour avoir de l'eau? C'est les jeunes seulement qui peuvent supporter les conditions dans lesquelles il faut transporter l'eau dans ce village-là. Donc vraiment, nos parents paysans souffrent. Il faut un prix rémunérateur qui soit concurrentiel pour éviter le trafic des produits, pour faire en sorte que les paysans là, ils puissent avoir des revenus décents qui leur permettent d'avoir une vie décente. La dernière fois, on vous avait parlé à faire des C1000, on n'a pas revenu dessus. Mais vraiment, il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes. Il y a beaucoup trop de problèmes. Donc, rappelons-nous que c'est grâce à l'agriculture que notre pays est devenu ce qu'il est. C'est toujours grâce à l'agriculture qu'il continue d'être ce qu'il est. Il faut que les paysans ne soient pas dans l'ingratitude. Il faut qu'ils soient à l'aise pour continuer de produire. Je vous conseille de suivre tous les lundis. Il y a un direct que le président du conseil des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire fait, le CONASASI, sur Facebook comme sur comment on appelle ça, TikTok. Il faut suivre ça. Ça va vous donner l'actualité, la vraie actualité des problèmes des paysans. Voilà. Donc vraiment, monsieur le ministre de l'Agriculture, affaire des RLE là, c'est pas pour ça que vous êtes ministre. Même si vous êtes porte-parole de votre parti, laissez la CEI, laissez le ministre de l'Intérieur s'occuper de ces questions-là. Voilà les paysans que vous avez en charge qui ont des problèmes. Il faut régler les problèmes des paysans, pardonnez.
On ne peut pas se disperser pour parler de tout et en même temps n'importe comment, c'est pas bon. Les paysans ont des problèmes. On va parler du caucus des femmes. J'ai fait une publication, déjà le mardi passé, je vous avais annoncé que j'allais participer au caucus des femmes pour la paix en Côte d'Ivoire. Un projet qui a été initié par l'honorable Mariam Traoré, qui est RHDP, députée RHDP, pour réunir les femmes afin que nous puissions ensemble voir dans quelle mesure on peut apporter notre contribution à la paix en Côte d'Ivoire. Et quand j'ai annoncé ça, je suis effectivement allée à cette cérémonie et il y a des gens qui s'en sont plaints. Je voudrais donc dire à ces personnes-là que je les comprends. Ce n'est pas parce qu'on est dans un contexte où on ne respecte pas les promesses qu'il faut tout voir de façon pessimiste. Elle a pris l'initiative, elle sait à quoi elle s'engage. Elle dit qu'elle va réunir toutes les femmes. Mais toutes les femmes viennent. Après là, nous tous, on va constater comment ça va se passer. On va en tirer les leçons. Mais il ne faut pas d'emblée présager de l'échec de cela. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, en tant que société civile, que vous soyez parti politique ou non, si vous nous invitez dans quelque chose qui est dans l'intérêt général, là, nous, on vient apporter notre contribution à la réflexion. Et même à l'action, si c'est nécessaire. Le plus important, là, c'est est-ce que c'est dans l'intérêt du peuple ivoirien? Alors que ce que nous recherchons le plus aujourd'hui, là, c'est la paix. Ce qui nous effraie le plus, là, c'est de nouvelles crises. Donc, vraiment, n'oublions pas le passé, mais donnons une chance au présent de pouvoir transformer l'avenir en quelque chose de positif. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'ai participé à ce caucus. J'encourage toutes les femmes de l'opposition à venir. On va s'asseoir. Les hommes ne veulent pas s'asseoir pour parler. Il faut que nous, les femmes, on s'asseye pour parler. Ce qu'on va décider là, ensemble, on va le porter. Ça pourrait avoir des résultats positifs. Mais si on ne sait pas, comment on saura, comment on fera? Parce que dans tous les cas là, le dialogue là, il est nécessaire. Le dialogue là, il est incontournable. Même les gens qui font guerre mondiale même, ils font là, quand ils finissent là, ils s'asseyent pour parler. Donc pourquoi ils n'ont pas parlé avant de faire la guerre? Il faut que forcément quelqu'un soit battu avant qu'on s'asseye pour parler. On aurait pu éviter les morts. Donc, essayons cette année 2025 là, tout ce qu'on peut essayer pour apporter la paix là, essayons. Si ça n'a pas marché, on va tirer les leçons. Si ça a marché, gloire à Dieu, on va avancer. Donc vraiment, nous, on est là, on est à la disposition de tout le monde pour tout ce qui concerne le bien des Ivoiriens. Voilà. Donc que Dieu nous aide, que Dieu nous éclaire et que Dieu fasse en sorte que ce caucus-là puisse avoir des résultats positifs pour la paix en Côte d'Ivoire avant octobre 2025. Voilà. Merci, on va revenir dessus. Je voudrais maintenant parler de la RLE 2025. Je voudrais parler de la RLE 2025 parce que il faut qu'on se respecte dans ce pays. On a beaucoup fait de choses qui n'étaient pas normales. On a beaucoup fait de choses anticonstitutionnelles. On a beaucoup fait de choses qui étaient contre nos lois. Mais il faut qu'on arrête un jour. Il faut qu'on arrête un jour. Le code électoral, là, il n'a pas encore changé. Le code électoral dit, la révision, là, elle est annuelle. Donc, c'est quel débat on fait sur RLE 2025? Forcé, ça doit avoir lieu. Il n'y a pas de débat dessus. On n'a pas encore changé le code électoral. Donc, nous autres, là, on considère que la RLE 2025, là, elle aura lieu. C'est la date, là, maintenant, on doit choisir. Et comme la RLE 2024 a prévu que ses résultats définitifs seraient donnés en juin 2025, il est souhaitable que la RLE 2025 là, soit programmée en ce premier trimestre 2025 de sorte que le contentieux de ces deux RLE se gère ensemble, tout le reste se gère ensemble jusqu'à ce qu'on arrive à la liste définitive. Parce qu'il y a eu beaucoup de biais dans la RLE 2024 qui ne saurait rester ainsi. Il y a eu l'exclusion des électeurs
Des endroits où il y a des Ivoiriens et puis il n'y a pas de centre d'enrôlement. Des endroits où ils ont créé centre d'enrôlement et puis personne ne va s'inscrire là-bas. Ça veut dire que le travail préalable pour déterminer la liste des centres d'enrôlement a été mal fait. Ce n'est pas moi qui dis, hein, c'est à la RTI. Eux-mêmes, ils ont dit qu'il y a 189 centres en Côte d'Ivoire ici qui n'ont pas été visités. Ils ont créé 12 100 centres. 12 000 en Côte d'Ivoire, 100 à l'extérieur. Et les 100 à l'extérieur, là, c'est dans 21 pays. Alors qu'il y a 197 pays dans le monde. Donc évidemment, il y a des pays où il n'y a pas de centre d'enrôlement, alors qu'il y a des Ivoiriens là-bas qui sont demandeurs de s'inscrire sur la liste électorale. Du coup, on les exclut d'office. Mais ça doit être corrigé pour la RLE 2025. Ça doit être corrigé. L'autre chose, la répétition étant pédagogique, on revient dessus. La RLE 2024 a pris en compte tous ceux qui sont nés avant le 1er mars 2007. Ça veut dire que ceux qui sont nés entre le 1er mars 2007 et octobre 2007, qui auront 18 ans en octobre 2025, là, eux, ils n'ont pas pu se faire enrôler. Mais il faut que la RLE 2025 se fasse pour qu'ils soient enrôlés. Il y a des gens qui avaient leur dossier dans le circuit et puis la RLE est finie. Il faut que ceux-là puissent se faire enrôler. Donc, les débats sur l'effectivité de la RLE 2025, là, ce n'est pas des débats démocratiques. Parce que ça, là, il ne devait même pas y avoir débat dessus. Et les responsables du parti au pouvoir qui prennent la responsabilité d'affirmer publiquement qu'il n'y a pas de RLE 2025, là, c'est grave. On devait les reprendre. On devait les interpeller. D'abord, ce n'est même pas à eux d'en décider. Mais c'est dangereux même de défier ainsi la loi. Donc, nous là, qui sommes des vrais démocrates là, on est sûr qu'il y aura RLE 2025. C'est la date là, nous on attend. Et on demande aux citoyens de se préparer. C'est une opportunité pour revenir encore sur l'ONESI. Des gens m'ont envoyé des messages pour dire qu'ils payent les 5 000 de thème de ONESI là. Et puis thème là sort pas. Tu payes, on te débite. Tu reçois le message, le SMS de confirmation qu'on t'a débité, mais on ne peut pas imprimer ton reçu. Donc tu ne peux pas poursuivre la procédure pour avoir ta carte d'identité. Or, c'est le document le plus sûr qu'on a pour aller se faire inscrire sur la liste électorale. Donc vraiment, on veut interpeller le directeur général de l'ONESI. Il faut que ça se règle. Et quand les gens appellent le 1340, on leur dit que la plateforme a des soucis. Elle est défaillante. Mais en attendant que cette défaillance-là soit corrigée, on ne devait pas continuer à percevoir l'argent des gens, tout en sachant que les reçus ne vont pas être imprimés. Hein? Et il y a des gens qui changent d'opérateur, ils payent plusieurs fois tellement ils veulent faire leur carte et c'est le même résultat. Pardonnez, ne faites pas ça. C'est pas bien. Après, on s'étonne qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont inscrits sur la liste électorale. Mais les 12 millions, les près de 4 millions qu'on attendait là, 4 millions 5 là, tous ceux que j'ai cités là, ils sont dedans. Si vous les avez exclus, pourquoi vous êtes étonné d'avoir 1,5 million? Pourquoi? C'est normal, puisqu'il y a eu exclusion. On le répète, hein, c'est exclusion qui nous a envoyé guerre ici, n'a pas donné. On veut la RLE 2025, si possible, au premier trimestre là, et que les gens s'apprêtent. Maintenant, par rapport à cette RLE là, nous, on veut parler à l'opposition. Opposition là, vous êtes où même? Vous êtes où? Voilà janvier qui est fini. Hein. Quand janvier finit, là, on est à 9 mois de l'élection. On ne vous voit pas. On ne vous entend pas. Les rassemblements que vous faites là, c'est bien. Mais ça ne règle pas les vrais problèmes. Vous dites que vous voulez gagner dans les urnes. Mais pour gagner dans les urnes, là, il y a des conditions pour la crédibilité du scrutin sur lesquelles il faut travailler. Il ne faut pas dire ça dans la bouche. Vous êtes dans la CEI. La CEI commet des erreurs, mais vous êtes comptable de ces erreurs-là parce que vous êtes là-bas.
On dit sortez, vous ne voulez pas sortir. Bon, si vous ne voulez pas sortir, là, faites ce qu'il faut pour nous rassurer sur la crédibilité du scrutin. Faites ce qu'il faut pour que la CEI prenne des décisions qui nous satisfassent nous tous. Mais vous ne sortez pas, vous ne faites rien pour que la CEI se corrige, et puis nous tous, on s'en va dans le mur. Quelle bonne élection dans les conditions qu'on a expliquées. À cause de la fraude sur la nationalité, on n'est même pas sûr de la qualité de la liste électorale. Voilà les biais même qu'il y a dans les RLE. Tout ça là, c'est nous qui devons parler. Vous, vous devez agir. Nous là, notre rôle c'est de parler pour attirer votre attention sur ce qui ne va pas. Mais une opposition a une stratégie. Et cette stratégie fait qu'elle est dans l'action, elle n'est pas dans la réaction. En tout cas, nous là, c'est notre rôle d'attirer votre attention. Quand janvier finit là, il reste 9 mois. On ne connaît pas date de RLE 2025. Il n'y a pas de dialogue politique. Moi, en tout cas, si j'étais à votre place là, on allait se réunir même nous-mêmes pour faire notre dialogue. Et puis on s'en va dire au pouvoir, voilà le résultat des dialogues que nous on a fait entre nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça les oblige à se prononcer aussi. Parce qu'on ne peut pas les regarder. On ne peut pas les regarder faire comme si le dialogue n'était pas important alors que c'est important. C'est même nécessaire et impératif. Parce que pour que les décisions de ce dialogue-là puissent être appliquées, il faut que ce dialogue soit tenu au premier trimestre 2025. Pourquoi? Tout simplement, et ça je l'ai déjà dit, je vais le répéter encore. Tout simplement parce que dans les compromis de ce dialogue-là, il se pourrait qu'il y ait des décisions qui nécessitent une révision constitutionnelle ou une révision de la loi électorale. Alors que selon les standards internationaux, 6 mois avant les élections, on ne modifie pas ces textes-là. Donc 6 mois avant les élections-là, c'est en mars au plus tard, tout doit être fait. C'est pas compliqué. De sorte que, quelles que soient les décisions qui seront prises, elles soient applicables. Qu'on ne dise pas non, c'est trop tard. Mais ça là, c'est nous hein, venir vous dire ça encore. En tout cas, si l'opposition ivoirienne veut vraiment gagner ces élections-là, elle a intérêt, dès maintenant, à exiger le dialogue politique et à créer les conditions de ce dialogue. Elle a intérêt à travailler sur la crédibilité du scrutin. Et ça, nous aussi, ça nous soucie. Parce qu'en tant que peuple, on ne veut pas voter pour voter. On veut voter tout en sachant que ce vote-là, il compte. Et que les résultats seront fonction de notre vote. En tout cas, comme j'ai dit, nous, on ne peut que parler. On a parlé. On va continuer de parler. Le reste, là. Le reste, il va de la responsabilité de chacun. Parce que chacun a son rôle dans la société, là. Team Pulchering Ballet, une fois de plus, à Jazz Info. Premièrement, ce premier sujet, qui est un sujet triste, où des jeunes qui, après un débat, se retrouvent en train de se battre jusqu'à ce que mort s'en suive. Ce sont les choses qui arrivent beaucoup. Souvent après un foot, après un sujet où on n'est pas d'accord, approche de la politique. C'est d'ailleurs pourquoi beaucoup de personnes fuient la politique, parce qu'on trouve que ce sont des sujets très dangereux. Les sujets religieux qui apportent souvent des problèmes. Le foot, tout ça devait être des débats instructifs qui nous permettent de gagner en plus et en enseignement. Mais qui ne devait jamais finir par la prise d'un matériel pour blesser son ami. Parce qu'après, on a tout de suite compris qu'on a fait une gaffe pour quelque chose qui n'en valait absolument pas la peine. D'ailleurs, qu'est-ce qui vaut la peine de tuer quelqu'un? Rien. Et encore là, quand c'est pour une stupidité pareille, on se fait du mal à nous-mêmes. La team de ça, Pulchering Ballet a touché aussi la souffrance de certains travailleurs ivoiriens dans les grandes sociétés étrangères, gérées souvent par la Chine, la Turquie et d'autres pays qui ont eu l'aval du gouvernement. Parce qu'eux gagnent leur pourcentage, alors les Ivoiriens eux-mêmes doivent souffrir et doivent payer le prix fort. Ceci est dénoncé par Pulchering Ballet et encouragé par moi le fait qu'elle dénonce cela. Car ce n'est pas normal.
Ce n'est pas comme ça que nous devons vivre dans notre pays. Quand on est chez soi, on doit se faire respecter. Oui, celui qui vient investir est un investisseur, il est donc très important. On l'aime, on le respecte, mais il est primordial et important pour lui de savoir qu'il doit aussi nous respecter. Savoir que si tout ce qu'il fait fonctionne, c'est parce que nous sommes là aussi. C'est parce qu'on se bat pour que ça puisse fonctionner et que ça puisse exister. Et surtout, nous sommes originaires de chez nous et on n'a pas un autre chez nous. Vous ne serez jamais plus à l'aise que dans votre pays. Et quand un étranger vient investir, on doit respecter cet étranger, être fier parce qu'il investit. Mais on doit aussi rappeler à l'étranger qu'il doit nous respecter. Son investissement ne fait pas qu'il est le patron, nous les chefs, les chiffons. Il doit nous respecter et tant qu'employé, bien nous payer, mais aussi nous respecter. Et surtout, laisser notre droit d'avoir notre syndicat pour être défendu par nous-mêmes. Donc la team, à côté de ça, vous avez eu plein d'autres dénonciations de Pulcherie Ngalais, toujours dans le cadre de la politique. Ici, c'est seul le gouvernement qui peut régler. Parce que ce n'est pas en faisant nos vidéos que ça va changer. Mais est-ce que ce gouvernement réglera quelque chose? Moi, je dirais non. Après tout ce temps, si rien n'a changé, les choses ne changeront pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut donc se passer? Ce n'est que la politique, une décision politique, parce que le rapport de force a changé. Mais pour l'instant, le rapport de force n'a pas changé. Les plus forts sont au pouvoir et les opposants n'ont pas encore prouvé qu'ils sont plus forts. Alors on subira jusqu'à ce que l'opposition prouve qu'elle a la capacité de menacer avec un rapport de force équitable à celui du parti au pouvoir.